Et donc je suis allée voir un médecin un matin et puis je lui en ai parlé. Hein. Je lui ai dit écoutez, voilà, j'entends des trucs bizarres, j'ai l'impression de devenir folle, etc. Et je me souviens qu'il m'avait répondu, il me dit tu sais, c'était le médecin de famille, hein, il me dit tu sais, donc ce genre de choses ça arrive souvent à des personnes qui perdent leurs proches. En fait c'est les chocs émotionnels. Et du coup tu peux être un peu plus sensible, etc. Mais c'est normal, tes idées vont se remettre dans l'ordre au fur et à mesure du temps, c'est le deuil, etc. Jamais, à aucun moment, on ne met le mot médiumnité, surtout pour un médecin de famille. Je ne sais pas vraiment s'il y croit ou pas, mais même moi, je me dis, ok, bon bah, je pars dans un délire, je deviens un peu folle, ça y est, enfin, j'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu ma grand-mère qui était mon pilier, mon repère, et puis en même temps, bah, je perds toute la notion des choses un peu de terre à terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le côté où tu ressens des choses bizarres, étranges, et tu dis, ça y est, je sombre dans la folie, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour l'interview d'une médium, Fanny. Fanny, c'est la médium qui m'a ouvert les portes, il y a quelques années déjà, de la compréhension du dialogue avec l'invisible. C'est aussi avec Virginie Leparquier, la médium avec laquelle j'ai commencé à collaborer dans mon activité de praticien en hypnose transpersonnelle. Fanny a accepté mon invitation pour parler des doutes qui peuvent être ceux d'une médium tout au long de son parcours de médiumnité. Alors je remercie du fond du cœur mon amie Fanny pour ce témoignage et pour sa capacité très touchante à livrer ce récit de manière totalement transparente. Merci et comme toujours à vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très très belle écoute. Fanny, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté ma seconde invitation dans ce podcast. Je suis vraiment très très content de te recevoir pour plein de raisons. Mais premièrement et symboliquement parce que c'est avec toi que j'ai inauguré ce format interview dans ce podcast. Donc je suis vraiment très 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 heureux de pouvoir recommencer et donc que tu nous fasses découvrir un peu plus de ton univers. Alors Fanny... dans cet épisode, on a convenu tous les deux d'aborder un thème spécifique. Et ce thème, c'est les doutes qui peuvent accompagner la médiumnité depuis le début de cette médiumnité jusqu'à ta vie actuelle, ta médiumnité, la manière dont tu la pratiques. Est-ce que déjà, tu peux nous rafraîchir un petit peu la mémoire et nous expliquer comment cette médiumnité, elle s'est installée pour toi, en toi ? Ok, bonjour Xavier, merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir de faire cet exercice avec toi. Donc moi je m'appelle Fanny, j'ai un peu plus de 30 ans maintenant et ma médiumnité a commencé du plus loin que je me souvienne durant mon enfance. Mais en fait finalement je ne savais pas que c'était de la médiumnité si tu veux. Je voyais des ombres dans ma chambre, j'entendais qu'on me parlait, etc. Mais c'était quelque chose qui était pas du tout, comment dirais-je, développé dans ma famille. On n'y croyait pas. C'était les charlatans, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que, je me posais pas trop la question non plus, parce que quand on est enfant, on vit le truc comme ça, et puis on se pose pas forcément de questions. Durant mon adolescence, donc j'y croyais pas du tout, hein, tu sais, je le dis souvent, mais j'imaginais toujours la petite dame dans sa caravane avec la boule de cristal, tu vois, qui nous raconte la bonne aventure. Pour moi, c'était ça en fait, la médiumnité. Donc c'était quelque chose qu'on voyait que dans les films. Et quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais assez jeune, j'avais 19 ans. Et c'est là que j'ai vu des ombres apparaître, que je me sentais assez mal, etc. Mais tu sais, je mettais ça sur le fait que c'était un peu dans ma tête et que, j'avais vu un film d'horreur la veille et du coup, je me faisais des idées, etc. Mais voilà, et c'est tout, je suis restée là-dessus. Et le moment vraiment où la médiumnité est réapparue, c'est en novembre 2016, lors du décès de ma grand-mère. Où là, en fait, ça a été un choc déjà émotionnel très très fort pour moi, parce que ma grand-mère, c'était l'amour de ma vie, et puis son départ pour moi était terrible, aussi terrible qu'inattendu. Et au fur et à mesure des jours, déjà les premiers jours, je ressentais comme une présence, quelque chose de palpable, tu vois, et ça me faisait un peu peur, et en même temps, j'étais sûre que c'était ma grand-mère.
Et au fur et à mesure du temps, il y avait comme pareil, des ombres qui passaient, comme des idées qui m'appartenaient pas. Mais moi, je me suis mis ça sur le fait que c'était aussi le choc émotionnel, etc., etc. Et c'est au fur et à mesure du temps, en fait, où il y a eu des choses, des événements qui se sont un peu plus, répétés de manière plus intense. Et c'est là où vraiment je me suis posé la question. Mais au début, je me pensais folle, hein. Tu sais que j'en ai parlé au médecin, hein. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, tu vois, j'imagine que tu regardais à côté de toi et que tu voyais que c'était pas le quotidien de toutes les personnes qui t'entouraient. Donc, à quel moment tu te dis pas, bah moi ça y est, je débloque, je suis bon pour l'asile psychiatrique, tu vois, ou même ça y est, je suis schizophrène, quoi. Ouais, mais clairement, je me suis vraiment posé cette question, hein. Et donc, je suis allée voir un médecin un matin, et puis je lui en ai parlé, hein. Je lui ai dit, écoutez, voilà, j'entends des trucs bizarres, j'ai l'impression de devenir folle, etc. Et je me souviens qu'il m'avait répondu, il me dit, tu sais, c'était le médecin de famille, hein. Il me dit, tu sais, donc, enfin, ce genre de choses, ça arrive souvent à des personnes qui perdent leurs proches. En fait, c'est les chocs émotionnels. Et du coup, tu peux être un peu plus sensible, etc. Mais c'est normal, tes idées vont se remettre dans l'ordre au fur et à mesure du temps, c'est le deuil, etc. Jamais, à aucun moment, on ne met le mot médiumnité, surtout pour un médecin de famille. Je ne sais pas vraiment s'il y croit ou pas, mais même moi, je me dis, ok, bon bah, je pars dans un délire, je deviens un peu folle, ça y est, enfin, j'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu ma grand-mère qui était mon pilier, mon repère, et puis en même temps, bah, je perds toute la notion des choses un peu de terre à terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le côté où tu ressens des choses bizarres, étranges, et tu dis, ça y est, je sombre dans la folie, quoi. Ouais. Et à quel moment, du coup, tu assembles les pièces du puzzle pour comprendre un petit peu que d'un côté, il y a ces défunts-là, que tu peux peut-être capter, de l'autre côté, il y a une sorte de présence de type guide qui t'accompagne. Comment ça se met en place tout ça? Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir Internet. Donc en fait, j'ai juste décrit mes symptômes sur Internet. Donc il y avait forcément le côté un peu schizophrène, hein, qui est ressorti. Mais il y a surtout ce qui m'a interpellée, la médiumnité. Alors le truc, si tu veux, je l'avais vu passer plusieurs fois dans mon fil Internet, mais j'y allais pas parce que j'y croyais pas. Et un jour, je tombe sur un post Facebook où c'est une médium, c'était la mort de Johnny Hallyday, voilà. Où une médium dit ne pas croire en tout et n'importe quoi. Et elle parlait justement de la mort de Johnny Hallyday, où tout le monde pouvait appeler Johnny Hallyday. Et là, en fait, ça m'a interpellé son titre. Ne pas croire en n'importe quoi, tu vois. Et en fait, c'était le début de la découverte du monde de la médiumnité, de la spiritualité. J'ai dévoré ses vidéos, etc. Et en fait, dans ce qu'elle expliquait, je me retrouvais. Dans ce que je pouvais ressentir, dans ce que je pouvais entendre, tu vois. Ou même les comportements que je pouvais avoir. Un coup, j'étais en colère, un coup, j'étais contente, sans vraiment comprendre pourquoi. Et là, je me suis dit, ok, je tiens un truc. Et c'est au fur et à mesure du temps, donc toujours avec Internet, où tu vas chercher des articles, YouTube à l'époque, parce que moi les podcasts, j'écoutais pas trop ça à l'époque, c'était pas forcément ultra développé. Et là, je me dis, ça y est, en fait, je tiens vraiment quelque chose. Et justement, cette personne proposait aussi des exercices via sa page YouTube. Donc forcément, moi, je m'inscris sur ce groupe, cette page, en secret, parce que pour moi, j'en avais honte, hein, déjà, je le dis. J'en parlais à personne. Et du coup, c'était un petit peu mon univers où je me retrouvais le soir sur cette page, où elle donnait des exercices. Par exemple, je sais pas, je te dis ça, un exercice que je me souviens, une maison, et qu'est-ce que vous ressentez de cette maison? Qu'est-ce qui vous vient? Donc, je fais l'exercice. Voilà, j'ai écrit, fallait mettre ça en commentaire, et puis la personne qui était le plus proche de la réalité pouvait gagner un cadeau, voilà. Donc, je fais le truc sans vraiment trop y croire. Et là, en fait, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. Bah ouais, je me dis, oh là là, mais c'est pas possible, enfin, tu vois. Et en fait, ça a enchaîné comme ça, donc j'ai pris un petit peu confiance en moi, où je me suis dit, peut-être que, en effet, c'est de la médiumnité, tu vois. Peut-être que je suis pas folle. Et c'est au fur et à mesure où je me suis fait des petits exercices à moi-même, ce genre de choses. Ouais, mais j'imagine que du coup, tu arrives à comprendre ce que c'est, tu mets un mot sur ce qui t'arrive, donc médium, tu commences à te faire à l'idée d'être médium.
Mais au-delà de ça, j'imagine aussi que tu te questionnes sur le sens de cette médiumnité. Qu'est-ce que tu es censé en faire, hein? Bah bien sûr. Mais déjà, on se dit pourquoi moi? Enfin, tu vois. Déjà, pourquoi la médiumnité? À quoi ça sert? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je dois en faire? Et en fait, si tu veux, la vie, elle est assez bien faite. Il va venir à toi des opportunités, des personnes qui vont avoir besoin de toi, mais sans forcément mettre le mot médiumnité derrière, tu vois. Par exemple, j'en sais rien, une amie qui venait de perdre son oncle, voilà, son parrain, pareil, et elle m'en parle et tout ça, et j'ai une image qui me vient. J'ai une image qui me vient de la personne, avec des détails. C'était une lys. C'était une lys rose. En fait, il y en avait 3 dans un pot et il y en avait qu'une qui était fleurie et les 2 autres étaient toujours fermées. Tu vois, mais c'est du détail. Mais quand je lui ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Et ça lui a fait énormément de bien en même temps que d'être choquée, tu vois. Mais j'étais autant choquée qu'elle. Vraiment, parce que je me dis, ok, alors attends, j'ai cette info-là, je lui dis parce que je lui fais confiance, parce que c'est mon amie, elle reçoit l'information, mais finalement, en fait, ça lui fait énormément de bien, en fait. Ça la rassure sur ce qu'il peut y avoir de l'autre côté, que les proches disparus vont bien, etc. Et après, c'est toi essayer de se faire comment dire, à ces informations que tu reçois, de comment tu la traites, et comment tu peux dire ça à la personne qui est en face de toi, tu vois. Donc en fait, je te dirais que finalement, le pourquoi de la médiumnité, c'est un peu comme un traducteur. C'est simplement en fait être messager de l'au-delà, de l'autre côté. Je pense que c'est pour alléger les cœurs et pour l'accompagnement au deuil. Mais quand je dis l'accompagnement au deuil, c'est pas que pour les vivants, c'est aussi pour les défunts de l'autre côté, parce que il y a un espèce de deuil qui se fait de l'autre côté, du fait de ne plus être incarné, de ne plus pouvoir interagir physiquement avec leurs proches restés sur Terre, tu vois. Donc je dirais que c'est un accompagnement quelque part. Et du coup, est-ce que tu comprends la raison du pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Sincèrement, je pourrais te dire que j'aurais pu avoir une mission de, j'en sais rien, de pompier, de jardinier, de... Je dirais que l'incarnation, on se l'a choisie avant, ça j'en suis persuadée. Après, le pourquoi moi, j'ai pas la réponse, tu vois. Il y a beaucoup de médiums qui ont ce genre de chemin de vie, comme beaucoup de, je sais pas, les jardiniers qui adorent ça, qui ont la main verte, qui font des jardins magnifiques. Je pense que c'est une mission comme une autre, entre guillemets, même si aujourd'hui c'est pas hyper démocratisé. Mais la compréhension de exactement pourquoi, je pense qu'on n'a pas encore cette lucidité d'avoir la réponse, tu vois, à cette question. Est-ce que le fait d'être médium et du coup que ça soit devenu une réalité que tu peux plus éviter, entre guillemets, est-ce que ça a modifié ton rapport aux gens? Ouais, bien sûr, carrément. Déjà, je dirais que ma sensibilité, c'est lié, hein, d'accord? La sensibilité s'est énormément développée, d'accord? Et il y a cette espèce de bienveillance et d'empathie qui se développe avec. J'ai toujours été plus ou moins comme ça, mais voilà, ça s'est développé encore plus. Du coup, c'est la compréhension des chemins de vie. Par exemple, j'en sais rien, une mère qui n'était pas une bonne mère, je vais pas la blâmer en disant oh, mais c'est une mauvaise mère, tu vois. C'est vraiment essayer de prendre l'ensemble des choses et de se dire ok, pourquoi? Peut-être qu'elle a choisi cette incarnation, peut-être qu'elle a vécu des choses dans son passé, etc., etc. Donc en fait, je dirais que ça a amené moins de jugement, plus d'empathie et plus de lâcher prise aussi. Et ça, c'est important. Même envers moi, hein, d'ailleurs. Et est-ce que ça a modifié le rapport des gens vis-à-vis de toi, tu vois, le regard qu'ils te portent? Ah, bien sûr. Alors, il faut savoir un truc, c'est assez fou quand même. Tout le monde ne sait pas que je suis médium. J'en suis encore là. Si tu veux, ça fait quoi, 2016? Ça fait 7 ans. 7 ans maintenant où c'est vraiment ancré en moi. Je dirais qu'il y a 30% des gens que je connais intimement qui savent que je suis médium. Et pourquoi ça alors? Parce que, en fait, je dirais que j'ai envie que les gens s'intéressent à moi pour qui je suis en premier, même si je suis médium, ça fait partie de moi, on est d'accord. Mais avant tout, je suis Fanny, tu vois.
Et j'ai envie aussi que les gens apprennent à me connaître sincèrement, profondément, avant de me dire c'est une médium, elle peut être perchée, ou justement c'est une médium, elle m'attire, dans le sens où c'est l'inconnu, c'est le côté un peu tiens, bah, j'ai envie de la connaître parce qu'elle est médium. Tu comprends? En fait, ça c'est très personnel, hein, mais c'est plutôt pour ça, je dirais. Et puis c'est assumé aussi à 100%. Ouais, j'imagine aussi que tu as des gens qui te voient et qui voient, en voyant la médium que tu es, vont analyser tes paroles un peu différemment, ou tout ce que tu vas dire, ça va être mince, qui me parle? Est-ce que c'est Fanny la connectée, ou est-ce que Fanny la non connectée? Exactement. Alors sache une chose, souvent, je dirais 95% du temps, avec mes amis et ma famille, c'est Fanny, l'humain, qui parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as un attachement avec la personne, tu n'es plus objectif à 100%. Parce que simplement, si tu as une information qui te plaît pas, en tant que médium, et ben en fait, tu vas chercher à mentaliser, oui, mais non, mais en fait, ça va le faire. Ou alors, non, mais en fait, ça va jamais le faire. Donc, moi, j'ai envie d'être une amie et pas une médium pour mes amis, tu vois. C'est leur donner, moi, ma perception des choses avec mon vécu. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Parce que aussi, j'ai envie d'avoir une relation saine, entre guillemets, amicale, et pas toujours à chercher la réponse à tout, tu vois. Même en tant que médium, on n'a pas réponse à tout. Ce serait vraiment pas assez humble de dire qu'on aurait réponse à tout, tu vois. Justement, quand tu reçois quelque chose, alors imaginons pour un proche, c'est quoi la part de doute qu'il y a dans l'information que tu reçois? Si je vais te donner un chiffre, je dirais que moi j'ai 75% de doute. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, carrément. Parce que, enfin, tu me connais maintenant, mais moi je suis une grande sentimentale et une grande... Enfin, je suis très très émotive. Donc forcément, comme je te disais, si je veux avoir une information qui n'est pas forcément très bonne et qui n'est pas ultra percutante ou vitale, entre guillemets, pour la personne, je vais dire oui, mais non, mais bon, enfin, tu vois. En fait, c'est toujours le mental qui va reprendre le dessus parce que j'ai peur de me tromper. Et en plus, tu connais la personne. C'est-à-dire que indirectement, tu as déjà des informations sur elle. Dans le sens, j'en sais rien, toi Xavier, tu me dis, bah tiens, j'aimerais bien être chanteur, enfin, tu vois, moi je te vois pas chanteur. Ça tombe bien. Après, je connais pas forcément tes talents de chanteur. Mais tu vois, moi en tant que Xavier, ben je te vois pas forcément chanteur. Mais ça se trouve carrément que si, tu vois. Ouais. Mais c'est moi de ce que je connais déjà de toi. Et du coup, ça va forcément m'influencer. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir quelqu'un que je connais absolument pas devant moi, déjà pour faire des contacts défunts, ça oui, mais aussi pour tout ce qui est guidance. C'est beaucoup plus facile. Et du coup, tu disais donc 75% de doute pour quelqu'un que tu peux connaître. La proportion est moins importante, j'imagine, du coup, pour quelqu'un que tu connais pas du tout. Ah oui, parce qu'en fait, je lâche prise. Je vais te donner un exemple tout bête. J'avais une séance en contact défunt avec c'était toute une famille, elles étaient 5 générations. Et il y avait la femme de ce défunt qui était là. La femme de ce défunt, je ne me rappelais plus de son prénom, mais c'était genre Huguette ou Claudine, tu vois, un truc, voilà, un prénom tout simple. Et j'entendais Madeleine, Madeleine, Madeleine. Je voyais des Madeleines et tout. Je dis, je suis désolée, faut que je vous dise, mais j'entends Madeleine, je vois le mot Madeleine, enfin, je comprends pas. Et là, en fait, la dame me dit, bah ouais, mais en fait, il m'appelait Madeleine. Mais le truc, rien à voir avec son prénom. Je dis, ah oui, d'accord. Mais tu vois, moi, je te connaîtrais. Tu m'aurais jamais donné cette information. Peut-être que je t'aurais pas dit ça. Je me dis, bah non, c'est dans ma tête. Je sais pas, peut-être que j'ai faim, que j'ai dû manger une madeleine ce matin, je m'en rappelle pas. Et du coup, j'ai ce mot-là qui vient. Tandis que si tu connais pas, tu n'as aucun jugement, aucun a priori. Donc du coup, tu te lances. Et c'est souvent là que c'est percutant d'ailleurs. C'est ça qui est dommage, tu vois. Et dans ton activité, donc tu proposes des guidances et des contacts défunts, qui sont deux exercices bien distincts pour le coup. Est-ce que c'est, en termes de doute, plus difficile de faire un contact défunt pour toi, ou plus difficile de faire une guidance, ou la même chose? Non, la guidance est plus dure. Pourquoi?
Parce qu'en fait, les gens, souvent, quand ils viennent faire une guidance, ils attendent quelque chose, tu vois. C'est-à-dire dans le sens où ils ont une question, mais ils veulent avoir la réponse qu'ils attendent à leur question. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, aussi, et je tiens à le dire, on a toujours notre libre arbitre. Donc, finalement, lors d'une guidance, on donne une potentialité. Enfin, tu connais bien les potentialités d'une vie. C'est-à-dire que tu vas prendre le chemin le plus évident aujourd'hui, avec les bagages que tu as aujourd'hui, etc. Mais comme tu as ton libre arbitre, si demain tu fais un autre choix que celui de la guidance, bah forcément tu vas prendre un autre chemin. Et tu vois, c'est là toute la difficulté de la guidance. Déjà, c'est de venir en mode je n'attends rien. J'attends juste les informations de mon guide qui sont le meilleur pour moi aujourd'hui. Tu vois. Mais dans 3 mois, t'es plus la même personne. Et c'est ça qui est compliqué. Je me le dis de plus en plus que la guidance, c'est juste éclairer les 3-4 premiers pas de ta vie. Mais c'est pas éclairer toute ta vie. Pour moi, j'en suis persuadée de ça. Parce que le destin existe, on a toujours ce fil rouge où il y a les événements qui ne changent pas, les personnes que tu rencontreras quoi qu'il arrive. Ça, je le dis toujours en début de séance. Mais en parallèle de ça, tu as ces fameuses potentialités. Et ça, malheureusement, c'est que toi qui peux savoir si tu prends une potentialité totalement évidente ou alors une autre potentialité parce que tu as eu peur, parce que finalement t'as pas eu envie, parce que tu n'avais pas assez confiance en toi, tu vois. Et comme je sais ça, et bah du coup, je trouve que le travail est beaucoup plus difficile. Tandis qu'en contact défunt, tu reçois, tu donnes. Tu reçois, tu donnes, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Est-ce que parfois, alors tu vas peut-être nous expliquer comment ça fonctionne pour toi, mais est-ce que parfois quand tu es en guidance comme ça, tu doutes de qui te transmet les informations et derrière la question c'est de la bienveillance des énergies qui sont, tu vois, qui vont transmettre ces informations? Ouais, alors au début, oui, totalement. Parce que je ne maîtrisais pas totalement les protections et j'avais du mal encore à distinguer l'énergie d'un guide. Faut savoir que les énergies malveillantes, il y en a, ça existe. Tu sens comme un petit malaise quand même, mais des fois ça peut venir de toi, hein, simplement t'as un petit virus, t'es pas bien, etc. Mais souvent, en fait, je dirais qu'il faut de l'exercice pour bien reconnaître l'énergie des guides. À partir du moment où tu es sûr que tu sais que c'est un guide, là, ok, on y va, c'est bon. Mais c'est vrai qu'au début, il m'est arrivé peut-être de communiquer avec une énergie qui était malveillante, ouais. Et c'est ton guide qui fait l'intermédiaire ou c'est les guides des autres personnes, enfin des personnes que tu as en face de toi, qui communiquent directement avec toi? Alors là, en fait, ça dépend. Ça va dépendre du guide de son caractère, entre guillemets. Par exemple, il y a des guides où c'est ultra fluide, enfin, on a vraiment cette espèce de feeling, ça passe bien, donc ok, on y va. Et des fois, il y a des guides, bah, l'énergie, ça passe un peu moins, et du coup, je dirais que mon guide va faire l'intermédiaire. Et du coup, il va me retransmettre, tu vois. En fait, l'idée, il faut que ce soit le plus fluide possible. Le protocole, il n'y a pas de protocole, vraiment. C'est juste, faut que la séance soit fluide, faut pas que j'attende la réponse, faut pas que je cherche 15 ans, parce qu'après tu mentalises. Donc, ça se fait naturellement, en fait. D'accord. Tu disais qu'il n'y a pas de protocole, ça veut dire que quand tu commences une guidance, t'appelles même pas le guide de la personne, tu fais rien? Tu laisses venir? Si, quand même. Alors, en fait, c'est tout un protocole avant et après séance. Ça, on n'en parle jamais assez. Déjà, c'est la protection. J'en parlais tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment indispensable, d'accord? On se protège, on médite, on essaye de... Tu vois, c'est comme une petite boule à neige. On attend que la neige soit bien descendue pour y voir plus clair, tu vois. Donc là, c'est la méditation, tout simplement. Et ça, c'est la préparation. Et après, t'appelles la protection des guides. Et puis ton guide, enfin, de toute façon, au début, je faisais tout un rituel pour l'appeler, mais maintenant, je pense à lui, il vient. C'est comme, enfin, on est habitué. Et du coup, je prends la photo de la personne. Et c'est là où, justement, je vais appeler son guide. Et j'appelle mon guide aussi pour qu'il m'aide. Voilà, en fait, c'est un travail de groupe. Hein. Et c'est là que je reçois des informations.
Si c'est une énergie, maintenant en fait, je vais être tout à fait honnête avec toi, hein. Les énergies malveillantes, je ne les capte presque plus, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que je vais savoir s'il y en a dans un lieu, mais je vais pas entrer en interaction avec. C'est comme si, je vais te dire ça comment. C'est comme si l'énergie négative entre guillemets c'était les nuages et moi je mettais la tête au-dessus des nuages. Ils ne peuvent pas m'atteindre, tu vois. Je sais qu'ils sont là, mais ils vont pas venir interagir avec moi. D'accord. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont sur ce chemin-là et qui se posent ces mêmes questions, est-ce que tu peux leur donner des conseils? Enfin, ça a été quoi la clé justement pour passer de cette étape que tu nous mentionnais à cette étape aujourd'hui où tu es la tête au-dessus des nuages? Alors c'est la confiance en soi. Alors ça, c'est horrible ce que je suis en train de dire, c'est même un peu bateau, mais c'est vraiment ça. C'est de se dire, moi, mon but, c'est comme faire un pacte avec soi-même. Mon but, c'est d'interagir avec bienveillance, honnêteté, sincérité. C'est de se dire que de toute façon, les énergies négatives ne vont pas m'atteindre. À partir du moment où on est persuadé de ça, en fait, on crée comme une énergie, hein. C'est une intention quelque part. À partir du moment où tu mets ça en place, eh ben, ça va être plus difficile pour eux. Parce qu'en fait, tu vas pas descendre, entre guillemets, avec cette peur. Hein, j'ai peur d'eux. Bah forcément, si t'as peur d'eux, tu baisses en énergie, en fréquence, et du coup, bah, t'as plus de chances de te retrouver avec eux. Après, t'as la méditation qui forcément t'élève en fréquence. Nettoyer bien son lieu, ça c'est important aussi, parce que dans le lieu, on va plus ou moins s'adapter à la fréquence du lieu. Donc déjà, le truc tout bête, hein, aérer la maison, pourquoi pas mettre un peu de sauge blanche, pardon, etc. Pour purifier les pièces, et c'est largement suffisant. Mis à part si c'est une maison avec beaucoup d'histoires, où là il peut y avoir des mémoires, etc. Mais ça, on est dans un autre sujet. Je parle vraiment en mode simple, basique. Ta particularité, Fanny, c'est que ta médiumnité, tu la vis, mais tu n'en as pas fait ton métier premier. Euh, Est-ce que ça veut dire que tu doutes du fait que tu doives en faire ton métier? Aujourd'hui, oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon chemin n'est pas tout à fait... je suis sur le chemin, d'accord. J'ai eu une enfance, et ça vient aussi de là, j'ai eu une enfance où j'ai beaucoup manqué. Que ce soit matériellement, affectivement, je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais voilà, j'avais envie de le dire. Et du coup, j'ai besoin de stabilité et d'être sûre financièrement, pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, tu vois. Et c'est vrai que la médiumnité, si t'es malade, tu peux pas faire de médiumnité. C'est impossible. Moi, tu vois, bah, le week-end dernier, tout simplement, j'ai été malade. Et bah, j'ai dû annuler mes 2 séances. Parce que tout simplement, je ne suis pas capable de me dire j'y vais. Et puis, bah, au pire, si c'est de la merde, pardon, hein, mais bah, tant pis pour les consultants. Non, jamais. Moi, je veux vraiment faire ça le plus en forme possible pour donner des consultations de meilleure qualité possible. Et pour ça, on doit avoir une bonne santé, et aussi ça demande énormément d'énergie. On se rend pas compte, hein, mais 2 séances, je fais 2 séances le matin, je suis cassée l'après-midi. Parce que je me donne à fond, et puis c'est ma manière d'être, c'est ma personnalité. Et puis si c'est un peu triste, enfin tu me connais, bah, je vais me mettre à pleurer, et puis moi quand je pleure, bah, je suis fatiguée. Enfin tu vois, et du coup c'est vrai que j'ai besoin aujourd'hui de ce rythme-là, d'avoir ma semaine de travail type basique, où ça me demande émotionnellement pas trop de charge, et le week-end, où de toute façon je ne pourrai jamais complètement me détacher de la médiumnité, parce que de toute façon ça fait partie de moi, le week-end, bah, faire des consultations. Il y a souvent, tu vois, cette croyance, on entend ça souvent, de dire que quand tu as en toi cette médiumnité, que toutes ces capacités, elles sont ouvertes, c'est que d'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit ton métier. Euh, Toi, ça veut dire que t'as pas cette croyance? Non, pas forcément. Parce que, en fait, j'œuvre quand même. J'œuvre quand même, tu vois, même si c'est un petit peu. Moi, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, je suis Fanny et je suis médium.
D'accord? Donc Fanny, aujourd'hui, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Elle a besoin d'avoir des congés payés pour partir en voyage, mais ça fait partie de moi, je suis Fanny, tu vois. Mais à côté de ça, la Fanny médium ne pourrait pas ne plus faire de séance du tout. Donc j'ai décidé de concilier les deux. Mais c'est comme t'as des artistes, des peintres, des chanteurs qui ont un métier de base, et en fait, je sais pas, le week-end, ils peuvent te faire un concert dans un petit pub, et c'est des artistes incroyables. Mais voilà, ils choisissent cette vie-là. Et je pense que c'est tout à fait compatible. Après, c'est l'attente que toi, tu te donnes à toi-même. Te dire à quelle hauteur tu veux exercer ta médiumnité. Parce qu'on l'exerce pour les autres. Mais il faut pas s'oublier. Parce que de toute façon, si on s'oublie, on va s'user. Et du coup, la médiumnité, elle sera de moins bonne qualité. Et forcément, enfin, tout ce qui en découle derrière, tu vois. C'est un choix. Quand t'as des doutes au quotidien, ou tu vois, dans ta vie, ou même sur ta médiumnité, est-ce que toi, tu as la possibilité comment dire, d'en faire part à ton guide et puis d'obtenir des conseils ou tu vois, d'avoir des mots rassurants de sa part? Ça le fait sourire. C'est rigolo parce que je sais pas pourquoi je m'attendais à cette question. Alors oui, bien sûr. Alors moi j'ai eu des doutes. Hein, je pense comme tout médium et comme tout le monde dans chaque métier du monde. Je pense qu'on a toujours eu des doutes sur ses capacités à un moment donné. En fait, quand je lui pose des questions à mon guide, il évolue avec moi. C'est rigolo parce que maintenant il me laisse un peu en mode tu verras. C'est le mode tu verras. Et c'est rigolo parce que quand je doute et que des fois j'ai envie de faire des pauses, je reçois un mail de gratitude. Mais je te jure, Xavier, à chaque fois ça m'arrive. Un mail de gratitude d'une personne qui a eu une séance en me disant merci Fanny, merci pour ce que tu fais, t'imagines pas, ça m'a fait du bien, retrouver ces détails. Et là, mais enfin, tu me connais, j'ai le cœur qui fond, et puis là, je Tu me peux dis, bah reprendre non, en deux je ne jours. peux pas arrêter. Bah voilà, bah non, je pourrais jamais arrêter, en fait, parce que ça, en fait, ces messages de gratitude, mais c'est l'ego quand on a besoin. Attention, on vit sur Terre, on a tous besoin d'ego un petit peu, un minimum, hein. Et de se dire ça, je dis, bah non, je peux pas arrêter, en fait. Je peux pas arrêter. Tu vois, et rien que d'en parler, j'ai les larmes qui me montent parce que des messages vraiment fabuleux. Et ça, c'est mon guide maintenant, tu vois, au lieu de me parler, tu sais, c'est un peu comme les parents. Quand un enfant demande je sais pas, à des parents un conseil ou quoi que ce soit, souvent ils vont pas forcément écouter les parents, mais ils vont écouter quelqu'un d'autre le dire. Je sais pas si toi ça t'a déjà fait ça, moi ça me le fait. Mais si c'est quelqu'un de totalement extérieur qui va te le dire, bah ça va plus t'impacter, tu sais pas pourquoi. Tu vois. Donc oui, bien sûr, je lui demande des fois de me rassurer, tu vois, de me guider, bien sûr, il est là pour ça aussi, hein. Ça veut dire que ta relation dans le temps avec ton guide, elle a évolué? Ouais, bien sûr. Comment tu pourrais, dans quel sens elle a évolué? Alors, en gros, il dit elle a moins besoin de moi, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, pas du tout. C'est juste que je vais l'appeler en cas d'extrême nécessité et je le laisse œuvrer pour moi. Dans le sens où si j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin, ou je me sens en détresse, ou là, je dis ok, là, vas-y, s'il te plaît. Mais des fois, en fait, je sais qu'il est là sans que je lui demande. Tu vois, sur des petits signes de la vie quotidienne. Hein, tu vois, je me suis posé une question, mais je ne lui pose pas à lui, c'est à moi-même. Bon, bah voilà. Et finalement, j'ai une petite réponse. Et je me dis, ah, il est toujours là. Tu vois. Qu'avant, mais qu'avant, j'exagère, hein, là j'extrapole. C'est par exemple, j'avais deux robes, je sais pas laquelle choisir dans le magasin, bah, je vais dire, bah tiens, c'est la robe rouge ou la robe jaune, tu vois. Je vais jamais poser ce genre de questions, mais c'était typiquement le genre de futilité comme ça que je pouvais lui poser comme question à l'époque. Parce que j'avais besoin de savoir qu'il était là, qu'il me prouve à 100%, il me l'a prouvé 1000 fois, mais à l'époque c'était ça, quoi. Que maintenant je sais qu'il est là. Ok. Est-ce que dans ton chemin de médiumnité, tu as peur ou tu doutes qu'un jour tu puisses ne plus rien capter? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'aurais juste simplement compris que j'avais donné ce que j'avais à donner. Et que la mission était, entre guillemets, achevée. C'est un peu comme un couple. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est dans le sens où si tu as donné tout ce que tu avais à donner, que tu as vécu ce que tu avais à vivre, et que ça se termine aujourd'hui, c'est que c'est juste. Ça fait...
C'est un principe de la spiritualité. Après, c'est de se dire comment vivre après sans. Tu vois, de se dire, est-ce que je me sens encore utile? Est-ce que, tu vois, ce genre de choses. Bien sûr que oui, je serai utile, mais pour autre chose. Donc ça me fait pas peur, c'est comme avoir peur de la mort. Maintenant, je n'ai plus peur de la mort, qu'avant j'avais terriblement peur. Tu vois, c'est les deuils en fait, la fin de quelque chose. Maintenant, j'ai plus peur de la fin de quelque chose. Plus comme avant. D'accord, ça veut dire que le jour où cette médiumnité, elle s'arrête, si elle devait s'arrêter, tu te dirais, ok, c'est que c'est juste comme ça et que je vais donner autrement. Je suis assez sereine avec ça. Mais je suis pas sûre qu'un jour je ne... Enfin, aujourd'hui, actuellement, euh, mars 2024, je peux te dire que je n'ai pas la sensation qu'un jour je ne capterai plus. Tu vois. Mais ça peut arriver, hein, attention. Mais j'ai pas cette sensation de se dire ça va s'arrêter. Depuis que tu es médium, donc depuis ces 7 dernières années, tu dirais que tes capacités, justement, pour rester là-dessus, elles ont été, donc ça a augmenté de manière assez constante, ou il y a eu des pics, tu vois, comment ça a évolué? Et est-ce que tu as eu des périodes où tu t'es dit, mince, je sens beaucoup moins, il se passe un truc. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est comme les montagnes russes, en fait. En fait, je dirais que la médiumnité suit ton mood, enfin de ton comment tu te sens. D'accord. À partir du moment où tu n'es pas bien dans tes baskets, j'ai eu une période de vie très compliquée ces derniers temps. Euh, Enfin, c'est il y a quelques années avant. Et c'est vrai que là, j'avais la médiumnité qui était un peu en dents de scie comme ça. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de procédure type normale. Je vais t'expliquer. J'ai eu une médiumnité qui était ultra, comment dirais-je, développée, alors que j'étais au plus mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais hypersensible. J'étais très mal, vraiment mal. J'étais en train de me séparer à l'époque, je vendais ma maison, enfin, c'était vraiment compliqué. Et là, tout m'atteignait, mais tout. C'est-à-dire que je ne faisais plus de filtre parce que j'étais très fatiguée. D'accord. Mais du coup, la médiumnité, à cette époque-là, je ne pouvais pas l'utiliser parce que il y avait tout et rien qui venait. Je ne faisais pas les bons filtres. Mais ça reste de la médiumnité. Tu comprends? Et il y a des moments où justement j'étais très stable, où dans ma vie c'était parfaitement clair, lisse. Et bah du coup, j'étais moins dans la difficulté et du coup j'avais moins de réception parce que je n'en éprouvais pas le besoin ou l'envie ou tu vois. En fait c'était assez naturel comme ça, où ça a baissé un peu, j'avais baissé mon activité, etc. Et il y a des moments, moi je te parle de ça, on a l'impression que je suis un peu bipolaire, mais je te parle de ça en quelques années quand même, en 7 ans, d'accord? Et il y a des moments où, ben en fait, t'as un trop-plein. T'as un trop-plein. T'as un burn-out. On peut appeler ça un burn-out. Où en fait, bah, dans la vie, on est humain avant tout. On est des êtres spirituels, mais on est des êtres humains de chair aussi. Euh, Où en fait, on attend de toi. Tu sais, bah moi j'ai un métier aussi. Comme on a expliqué tout à l'heure, j'ai un métier durant la semaine. Je suis maman, je suis une compagne, je suis une amie, etc. Et quand tu es trop sollicité, dans tous les côtés qu'ils soient, et ben il y a un moment donné où tu ne peux plus donner. Et il y a un moment donné où tu dois te retirer, où tu dois te reposer et dire stop. Pour recharger les batteries, pour simplement refaire le vide en toi et te dire prends soin de toi en premier. Avant de donner, donne-toi à toi-même, tu vois. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, comment dire, mes réceptions, Tes messages, enfin oui, les messages, tout simplement. Et dans ces cas-là, les messages, en fait, ils sont assurés, erronés, tu sais pas trop, et puis t'as plus forcément l'envie, en fait. Tu vois. Donc de toute façon, en fait, ça s'impose à toi et tu n'as pas le choix. C'est intéressant de t'entendre sur parce que derrière tout ce que tu nous dis, on comprend que entre ton éveil à cette spiritualité il y a quelques années et aujourd'hui, tu as beaucoup évolué. Et je pense, si je dis pas de bêtises, que tu as un regard très différent sur la spiritualité aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as, tu vois, les phases par lesquelles tu es passé et aujourd'hui, comment tu conçois ce rapport à la spiritualité? Alors au début où tu t'ouvres à la spiritualité, t'es un peu le bisounours.
C'est comme ça. C'est un peu maintenant le côté New Age où tout est beau, tout est nouveau, tout est incroyable, on est entouré de licornes, de fées, de paillettes, mais en fait, c'est pas ça. La spiritualité, au-delà des trucs assez New Age, c'est un chemin intérieur. Et sur le chemin intérieur qu'on fait, il y a des trous, il y a des montagnes, il y a des puits, il y a des lacs tout doux, tu vois. Et du coup, en fait, c'est un chemin qui est un peu comme ça. Mais au début, quand on s'ouvre à l'éveil, à la spiritualité, on a l'impression que si tu penses, c'est vrai, attention, hein, ce que je vais dire, c'est vrai. Si tu penses positif, tu attires le positif. Ça, c'est vrai. En revanche, on ne peut pas empêcher des épreuves de la vie arriver. Et ça, c'est vraiment important de se dire, je suis, ok, j'ai une dimension spirituelle dans ma vie, mais j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'en avoir marre. J'ai le droit de ne plus avoir envie, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que, en tout cas, avec les consultants que je peux rencontrer aujourd'hui, certaines personnes pensent que la colère ne fait pas partie de la spiritualité, l'envie, l'ego, ce genre de choses. C'est pas vrai, en fait, on est humain, on a toujours on dit les 7 péchés capitaux, on l'a tous un peu. En fait, tout est équilibre dans la vie, tu vois. Et vraiment, c'est vraiment ce côté un peu avec la prise de recul. Se dire en 7 ans, je suis arrivée là-dedans tête baissée, j'avais peur, mais en même temps, c'était un monde fabuleux. Et là, maintenant, au bout de 7 ans, oui, c'est fabuleux, mais attention, on est des êtres incarnés sur Terre. Il est nécessaire d'échanger sur la spiritualité, de donner notre vision sur la spiritualité pour aider certaines personnes à prendre un chemin ou l'autre. Ça dépend comment ils vibrent aujourd'hui avec l'instinct. Et en fait, il faut aussi se dire que quand on arrive dans la spiritualité, c'est comme si on arrivait en maternelle. Et dans 7, 10, 20 ans, eh ben, on aura évolué, ce qui est normal. De la même manière, alors je ne sais pas si toi tu y as été confronté, mais un certain nombre de personnes ont fait face à des désillusions concernant des personnes qui peuvent être des médiums ou des énergéticiens ou thérapeutes en tout genre dans ce métier-là. Comment toi et quels conseils finalement tu pourrais donner aux gens pour se diriger vers un médium plutôt qu'un autre ou vers un énergéticien plutôt qu'un autre? Alors ça, c'est simplement au feeling. Au début de la médiumnité, j'étais attirée par certains types de médiums, d'accord ? Des médiums qui étaient vraiment, comment dirais-je ça, qui s'exprimaient bien et qui étaient hyper, pas théâtrales, mais presque, d'accord ? Parce que j'avais besoin de ça, parce que c'était nouveau, tu vois. Et puis au fur et à mesure du temps, je me rends compte, c'est un peu comme les artistes. Tu sais, souvent quand on rentre dans la musique, on est attiré par les grandes superstars internationales, etc. Et en fait, plus tu vas dans le métier de la musique, et plus tu vas être attiré par les petits artistes méconnus qui chantent dans le métro, ou dans les petits pubs, ou dans les petits concerts. Parce qu'en fait, tu as des gens qui sont ultra talentueux, mais mon Dieu, qui sont ultra talentueux et qui n'ont pas assez d'audace ou de confiance en eux pour se mettre en avant. Tu vois. Donc je dirais que même si t'as un médium qui n'est pas connu, qui est dans ton village ou j'en sais rien, n'importe, et qui t'appelle, ou tu dis putain mais c'est lui ou c'est elle, c'est avec cette personne-là que je veux effectuer une séance parce que j'ai confiance et je sais qu'elle va m'apporter une réponse, là go, faut y aller. D'accord ? Et je pense aussi qu'il faut faire attention au too much, tu sais, les trucs un peu trop gros, un peu trop, tu vois. Ça reste mon avis personnel, hein, parce que chacun est différent. Il y en a, ils ont besoin de sensations, d'avoir des médiums qui font de l'incorporation pour avoir du spectacle en même temps. Et il y en a, ils ont juste besoin d'avoir un message profond, tu vois, d'avoir une connexion un peu plus profonde. Donc je dirais, le seul conseil, c'est suivre votre cœur. Et aussi, deuxième conseil, que je dirais quand même, le bouche à oreille. Alors ça, c'est la meilleure pub qui puisse exister. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de tes prestations et de ton agenda de ministre? Alors, comme je te disais, j'avais un petit peu ralenti, donc mon agenda est un peu plus accessible, entre guillemets. Aujourd'hui,
à mi-mars 2024, je suis complète seulement jusqu'à fin avril. Donc tu vois, ça s'est vachement Waouh. réduit. Ouais, carrément. Il y en a qui sont contents, mais du coup, ils commencent à se donner le mot. Et bah, là, j'ai des demandes de rendez-vous à caler. Mais oui, j'avais besoin de cette pause, comme je te disais tout à l'heure. Donc voilà, pour ceux qui veulent un rendez-vous au mois de mai, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce que les places soient épuisées, bien entendu. Je consulte le samedi matin, voilà, donc j'ai 2 créneaux, j'ai 10h ou 11h30, la séance dure 1h30, puis je fais ça par visio, WhatsApp ou Messenger, ça dépend des gens, ce qu'ils préfèrent. Super. Eh bien, je mettrai évidemment tes coordonnées dans le détail de l'épisode, que ce soit sur toutes les plateformes de podcast ou sur ma chaîne YouTube Xavier Murez, Entre deux mondes. Fanny, encore une fois, un grand merci et merci évidemment à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. Merci beaucoup.